Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali. Les rebelles du CSP échangent des tirs avec les soldats maliens à Tessalit. Au Mali, les échanges de tirs ont eu lieu ce lundi 16 octobre à Tessalit entre l'armée malienne et les rebelles du cadre stratégique permanent. Aucune victime n'est à signaler, en tout cas dans les deux camps, mais les échanges sont survenus parce que l'armée malienne venait de faire atterrir un nouvel avion dans la localité de la région de Kidal, et qui est un enjeu immédiat dans la bataille que se livrent les deux camps. On sait que l'armée malienne est dans une logique de la reconquête du territoire, une reconquête qui passe aussi par la reconquête de Kidal. Alors, en route vers la reconquête de Kidal, les tirs ne manqueront pas, Adam. Oui, permettez-moi, puisque depuis un certain temps que, disons, ce dernier round de la reconquête du pouvoir et de la reconquête du territoire du Mali a commencé. C'est pour la première fois que j'aborde ce sujet. Qu'on puisse un peu remonter l'histoire. Parce que je lui disais entre-temps qu'en réalité, si aujourd'hui les groupes armés que aujourd'hui le pouvoir de Bamako traite de terroristes, ce qui révoque ce que ces groupes-là révoquent entièrement et pour de bonnes raisons. Et je le disais, après avoir un peu affaibli donc ces terroristes, l'armée malienne va s'attaquer réellement donc à ces gens-là. Si tel est que ils continuaient donc par insister sur le contrôle d'un pas important donc du Mali. Et désormais, c'est chose faite. Donc, ce n'est de surpris pour personne, étant donné que la position de ce côté-là était beaucoup plus tranchée, parce que il fallait que le pouvoir de Bamako également puisse retourner sur les accords d'Alger, sur lesquels ils campent leur position donc pour défendre cette partie donc du Mali. Mais désormais, je pense que le pouvoir du Mali est dans une position où ces groupes armés essaient donc de pouvoir donc qualifier du fait qu'il est en train donc de violer ces accords-là. Mais aujourd'hui, on constate clairement que les groupes rebelles sont pratiques, puisque c'est une question de position de force. Vous constatez aujourd'hui que le Mali est arrivé à un point où il peut véritablement donc mener l'affront contre ces groupes rebelles. Des forces armées maliennes. Ouais. Donc il peut mener donc l'affront, c'est ce qui a été fait donc. Il balaie du revers de la main les accords d'Alger et mène donc l'affront contre ces groupes rebelles qualifiés aujourd'hui de terroristes. Mais toujours est-il que la grande ambiguïté réellement aujourd'hui, étant donné que les forces onusiennes sont en train donc de plier bagages. Donc il y a une confusion totale sur cette question-là, faisant en sorte que, puisque les groupes armés, entre-temps, traitaient donc les forces onusiennes comme étant donc complices de l'avancée des forces maliennes, ce qui n'est pas le cas, parce que lorsque vous consultez aujourd'hui, vous constaterez qu'aujourd'hui ces groupes onusiennes également sont en difficulté de pouvoir donc opérer dans les délais escomptés, donc le rapatriement. Ce qui fait que je pense que l'atterrissage de ces avions-là est une question pratiquement de dissuasion face donc à l'ennemi qui contrôlait pratiquement ces positions-là. Et donc l'atterrissage de cet avion-là qui a provoqué ces tirs croisés entre les deux armées, c'était quand même au niveau des groupes armés pour signifier à l'armée malienne qu'ils sont toujours, ils sont là, mais ils sont également en position de force. Et le Mali, la forme, puisque la rapidité avec laquelle l'avion a décollé, à pratiquement 20-25 minutes, et puis s'il a atterri 6h déjà, on parle de 6h20, 6h25, il était déjà parti. Donc l'armée malienne veut utiliser toutes les forces de dissuasion pour leur dire nous avons aujourd'hui l'outil nécessaire pour combattre et reconquérir le territoire. Il vous appartient de pouvoir donc arriver à relever un peu le niveau et donc de composer avec la force régulière malienne. Ce que ces groupes armés également refutent entièrement. Mais ce qui est important, on risque véritablement d'arriver à une position où on risque d'avoir également les forces onusiennes donc qui rentreront dans la bataille. Ça va compliquer la situation parce que d'entrer dans la bataille, les forces onusiennes. Non, puisqu'ils l'ont dit, parce que lorsque je fouillais aujourd'hui, j'ai constaté qu'un officier tchadien, puisque ce sont les Tchadiens qui sont véritablement ils disent véritablement ils sont des forces armées
et ils ont toutes les moyens, ils ne permettront à aucun cas qu'aucune personne puisse menacer leur retrait sécurisé de Kidal. Donc, ce qui voudrait dire quelque part que si réellement ça compte, puisque l'armée malienne ne collabore pas pour permettre à ce qu'on puisse donc avoir ce retrait sécurisé. Donc, ça voudrait dire quelque part qu'ils ne peuvent pas se taire parce qu'ils ont quand même l'armement qu'il faut pour se défendre. Et justement, parce qu'on les accuse de l'autre côté. Cet aspect tout à l'heure, nous reviendrons justement sur cet aspect. Credo, l'armée malienne, les FAMA, se lancent dans la reconquête de Kidal. Et sur la route de Kidal, les tirs ne manqueront pas. Oui, comment qualifier, disons, cette audace de l'armée malienne? Moi, je voudrais employer deux verbes: oser, démontrer. Oser démontrer, c'est oser parce que après plusieurs années, plusieurs mois d'inoccupation, donc l'armée malienne a osé, conformément à, disons, à son désir de reconquérir la région de Kidal. Maintenant, la démonstration est venue par, disons, la confirmation, bien le fait qu'ils aient pu poser cet avion cargo qui comprenait des munitions, des armes, qui allaient servir, ou bien qui vont servir à combattre, disons, ces forces rebelles qui ont pris possession de toute la région de Kidal. Maintenant, les forces, ou bien les rebelles, les terroristes du CSP, eux, ils ont seulement employé, disons, ce verbe dissuader. Donc, c'est pour dire que, en fait, ne pensez pas que vous allez venir faire des démonstrations ici et puis repartir comme ça. Nous sommes là, nous existons et nous serons, disons, des embûches sur votre chemin. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et nous aurons, ils l'ont même dit, même des voix autorisées des forces rebelles ont dit que les échanges de tirs n'ont duré un peu moins d'une heure de temps. Donc je crois que ce sont des démonstrations d'une partie comme de l'autre. Et c'est pour dire que la tâche ne serait pas assez aisée sur le terrain. Maintenant, quelle doit être la posture de la force onusienne? Donc la force onusienne n'a pas intérêt à prendre position, disons, dans ce qui se passe. Mais on sait comment les choses se passent parce que s'il faut même interroger, disons, les forces et les qualités de ces terroristes, donc je crois que ce n'est pas descendu du ciel. Et les forces onusiennes, avec tous les moyens de renseignement mis à leur disposition, si ces forces voulaient réellement aider le gouvernement malien ou bien l'État malien à endiguer ce phénomène de terrorisme dans la région de Kidal, donc ça aurait été fait depuis longtemps. Donc là, quels sont les mobiles qui ont milité dans un souci de ne pas brusquer les choses. Donc je crois qu'il y a beaucoup de non-dits dans cette affaire. Aujourd'hui, c'est vrai, les forces armées maliennes, les FAMA, l'armée malienne a osé, est partie à Tessalit, a atterri, a riposté également à ces tirs. Mais qu'en sera-t-il demain? Donc sur le terrain réellement, du moment où les terroristes sont également dans la dissuasion. Donc ça, c'est la grande interrogation. Mais je me demande, est-ce que c'est uniquement des stratégies de positionnement ou bien de conquête du pouvoir par une autre forme, ou bien les gens sont dans une logique d'affaiblissement d'un pays afin de profiter de ses ressources? Alors, lequel des hypothèses pèserait peut-être mieux pour vous? Est-ce une manière pour le gouvernement malien actuel d'asseoir son autonomie ou plutôt une manipulation extérieure? Non, le gouvernement malien, l'armée malienne est dans une logique et l'armée malienne ne l'a pas caché. L'armée malienne a affiché qu'ils prendront possession des territoires qui sont occupés par les forces rebelles. Donc ils sont dans cette logique. Maintenant, les forces rebelles ne vont pas aussi rester les bras croisés. Les forces rebelles aussi auraient des parrains. Donc si ces forces rebelles perdaient la main sur des parties du territoire, qu'est-ce que ces forces rebelles deviendraient? Donc c'est là où je ne voudrais pas prendre position, mais je préfère, comme dans un sujet de dissertation, dans la conclusion, faire l'ouverture afin que chacun puisse se faire son opinion là-dessus. Alors, vous parliez tout à l'heure de la position de la MINUSMA. Quelle devrait être normalement la position de la MINUSMA aujourd'hui? Parce que déjà le week-end, les Nations Unies accusait le Mali de ne pas vraiment collaborer, comme vous le disiez tout à l'heure, ne pas permettre à la MINUSMA de pouvoir faire certains mouvements, surtout quitter Gao pour récupérer du matériel, parce que la MINUSMA est dans une logique
rapatriement. de départ dans les différents pays, de quitter totalement le Mali. Que reproche-t-on aujourd'hui aux forces armées maliennes et quelle devrait être la position de la MINUSMA dans cette situation? Non, bon, la position de la MINUSMA n'a pas changé jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est l'impartialité qu'il a toujours exprimée. Et cette impartialité était décrite. Et moi, je faisais partie de ceux qui n'étaient pas d'accord, compte tenu du fait que nous sommes en face d'un ennemi qui veut déstabiliser un pays et qu'on nous dise qu'il y a donc une force d'interposition, une force de maintien de la paix. Ça n'avait pas de sens à mon avis, mais toujours à la base, on mettait une différence entre les rebelles et les terroristes. Non, de toutes les façons, de toutes les façons, terroristes, voilà. Ils sont mis dans le même pot. Tout à fait, puisque de toutes les façons, lorsque vous prenez ces rebelles-là, ils sont dans une position de pouvoir donc réclamer, disons, le contrôle d'une partie du territoire, ce qui n'est pas normal, parce que lorsque nous sommes dans un pays, on ne peut pas avoir deux gouvernements. C'est ce qui leur avait été cédé dans l'esprit de l'accord d'Alger. Pour arriver donc à reconquérir, ou pratiquement parce que le Mali, parce que ne nous cachons pas la face, parce que la force malienne était dit qu'elle était dans une position de faiblesse, qui n'avait pas les éléments nécessaires donc pour contrôler pratiquement tout le territoire. C'est ce qui a conduit donc à ces accords, plus ou moins, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres mobiles, qui a conduit qu'on les donne. Maintenant, arrivé à un moment, je pense que eux également, les accords, étant donné qu'ils avaient donc des pourparlers sur, en part des accords d'Alger, ils étaient aussi pratiquement dans les instances décisionnaires ou de gouvernants du Mali, etc. Donc eux, ils avaient la position de pouvoir donc converser donc avec le pouvoir central du Mali. Donc étant donné que le Mali était arrivé à un moment où il veut reconquérir entièrement les positions qu'il les avait donc confiées, il faudrait quand même qu'on parte sur de nouvelles bases. Ce que ne voulaient pas, disons, ces rebelles-là qui estimaient que le pouvoir central était dans une violation des accords, de principes qui avaient donc été conclus en Alger, etc. Mais étant donné qu'aujourd'hui, l'armée malienne, ou pratiquement le pouvoir central, a retrouvé les forces qu'il faut pour reconquérir le territoire, donc il est en position. Voilà pourquoi je disais, c'est une question de rapport de force, qui s'installe. Étant donné que vous refusez, donc nous devons donc vous mater. C'est ce qui est en train d'être fait. Mais là où la force onisienne est dans une position de difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les groupes rebelles, l'accusent de complicité avec l'armée malienne pour lui permettre donc de prendre ces positions-là. Ce qui n'est pas le cas, parce que eux, ils veulent se retirer. Voilà pourquoi je disais, l'officier tchadien disait qu'ils ne permettront en aucun cas, à aucun élément donc de pouvoir s'attaquer à leur retrait sécurisé. En parlant de la sorte, il indexe aussi bien le pouvoir central de Bamako, mais il indexe également les rebelles qui risquent de les prendre en partie. Parce que si ça va continuer et que l'armée malienne continuera à passer outre les accords et pouvoir donc s'attaquer à ces gens-là, de toutes les façons, ils risqueraient à un moment donné de s'attaquer à ces forces onusiennes qui sont toujours présentes, qui ne sont pas encore retirées, mais ils vont riposter. Et là, on serait dans une confusion totale, puisque l'armée malienne également ne les voit pas d'un bon oeil, et également les groupes rebelles également ne les voient d'un bon oeil. Il faudrait quand même qu'ils utilisent les moyens qu'il faut pour se tirer d'affaire. Alors, en quoi Kidal représente-t-il aujourd'hui un enjeu majeur dans la reconquête du territoire malien? Non, le Kidal, je crois que cela regorge de ressources et l'étendue même du territoire est un défi pour le Mali aujourd'hui. Le Mali politique ne peut pas se définir sans la région de Kidal. Donc, et faire des élections aujourd'hui, ne pas aller prospérer du côté de Kidal, donc c'est comme si le Mali tout entier n'a pas été représenté. Et ce n'est pas un choix anodin pour ces forces rebelles ou bien terroristes aussi de vouloir prendre éternellement en otage la région de Tessalit. J'insinuais quelles étaient les forces, quels étaient les soutiens de ces rebelles, de ces terroristes. C'est par rapport, disons, à la richesse. Terroristes, c'est souvent cette confusion. Bon, c'est le mot qui est employé aujourd'hui par le pouvoir central. Oui, c'est le mot qui est employé. Et donc là, nous n'avons pas fait une définition. Non, autrement. Une définition aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus. Oui, et ce sont des qualificatifs qu'on emploie en des occasions assez précises. Donc aujourd'hui, on nous parle, si vous voyez même les dépêches de ces caisses de résonance de l'Occident, de ces médias, donc on nous parle de terroristes, mais demain, ce sont des gens qui emploieront à la place de terroristes des rebelles, vu l'évolution de la situation. Donc, je reviens au sujet pour dire que, en fait, c'est une guerre de tranchées pour prendre possession
d'une richesse. Si les terroristes ou bien ceux qui ont occupé Kidal pendant de nombreux mois ne veulent pas lâcher du lest, donc c'est parce que il y a des profits et il y a certaines puissances étrangères qui tirent profit de la région de Kidal en termes de richesse. Donc là, si si le Mali ou bien l'armée malienne revient aujourd'hui à la charge, c'est parce que l'armée malienne aussi sait que le Mali ne peut pas politiquement sur le plan cartographique se définir sans cette région de Kidal. Alors, quel est l'enjeu de Kidal pour vous? Non, l'enjeu de Kidal, vous savez, comme Credo vient de le dire, Kidal pratiquement aujourd'hui définit le Mali en substance. Parce que vous verrez que pratiquement toutes ces forces, qu'elles soient donc étrangères, chacun veut avoir un positionnement clair sur Kidal. Pour certains, compte tenu de son sous-sol, qui est très riche, mais également étant donné que ce sous-sol est riche, là où l'enjeu est véritablement majeur. Donc je voulais donc... C'est juste des enjeux de sous-sol? Oui, je pense que ce sont des enjeux de sous-sol, mais également c'est une région qui permet de rallier plusieurs autres localités frontalières donc, du Mali. Donc véritablement, et lorsqu'on parle d'une guerre, il faudrait véritablement donc avoir des alliés. Et lorsque vous n'avez pas des ouvertures sur ces pays-là, vous êtes pris en auto ou vous n'avez pas véritablement donc cette force d'extension, cette force donc de riposte par rapport au territoire que vous voulez donc contrôler. C'est là où, si on laissait pratiquement, disons, cette partie-là à la force régulière malienne, ça voudrait dire quand même qu'on a coupé le cordon ombilical pratiquement de ces terroristes-là qui sévissent au niveau du Mali et parlant de toute la région pratiquement de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi le groupe armé également, parce que si aujourd'hui il continue par avoir les ressources qu'il faut, que ces ressources-là soient matérielles ou pratiquement financières, etc., c'est compte tenu du fait qu'ils savent qu'ils peuvent aussi puiser ou pratiquement rallier des gens par rapport au pays et puis continuer par sévir tranquillement. Voilà pourquoi ça représente un enjeu majeur pour la reconquête pratiquement donc, du Mali. Mais également, je disais, je devais donc rebondir sur la question du terrorisme quand nous parlons aujourd'hui. Si ces groupes armés-là sont qualifiés comme tels, le Mali a seulement ces trois principes. À partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec ces trois principes, vous êtes considéré de facto comme terroriste. Et quels sont ces trois principes? Donc, pour les caricaturer, il faudrait quand même que le Mali soit à l'avant-garde des choix stratégiques que vous voulez imposer au Mali. Ça, c'est le premier. Que l'intérêt du Mali soit véritablement donc pris en compte. Voilà un peu, donc, à partir du moment où vous ne les respectez pas, vous êtes considéré comme terroriste. Et à partir du moment où la force, le pouvoir central du Mali a dit ça suffit aujourd'hui, vous devez composer avec le Mali pour parler donc du développement du Mali et que ces groupes armés disent niet. Donc ils sont considérés de façon comme la mutation de groupes tout à fait rebelles, ex-rebelles à terroristes. Terroristes. Merci tout simplement. Pour la précision. Alors, cette reconquête de Kidal mettrait-elle fin à l'accord d'Alger? Mais bien évidemment, ça, il n'y a rien à dire. Voilà pourquoi, d'ailleurs, même régulièrement, vous constaterez que ces nouveaux terroristes-là, si vous permettez le mot, essaient donc de faire référence toujours à ces accords d'Alger pour justifier en réalité la violation des principes de cet accord-là au niveau donc du Mali. Et voilà pourquoi je disais que c'est une question de rapport de force. Entre-temps, le Mali n'avait pas la force nécessaire pour pouvoir véritablement contrôler cette zone-là. Aujourd'hui, il a cette force-là, donc demande aux gens de pouvoir composer, vous refusez. Donc, il faut fondamentalement donc les battre. C'est dans ces positions-là que le pouvoir central Mali. Estimez-vous aussi que la reconquête de Kidal mettrait fin à l'accord d'Alger? Oui, naturellement, vous voyez que ces terroristes aujourd'hui brandissent l'accord d'Alger en termes de violation par l'autre partie. Donc, c'est qu'ils sont aujourd'hui poursuivis dans leur dernier retranchement. Leur arracher la région de Kidal aujourd'hui insinuerait pour eux la fin justement de cet accord ou bien, disons, cette brise de cet accord d'Alger. Alors, quel avenir finalement pour le vivre ensemble et l'État malien
au-delà de cet accord d'Alger, peut-être après la reconquête de Kidal? Non, nous le disions il y a quelques semaines sur ce plateau. Donc, ça sera des gens qui vont éternellement se regarder en chien de faïence parce que le Mali, aujourd'hui, les nouvelles autorités veulent reconquérir Kidal, quelles que soient les conséquences. Donc, il faut qu'ils prennent possession et jouissance de Kidal. Donc, les forces terroristes aussi vont dire, ils ne vont pas lâcher du lest assez facilement. Et celui qui va gagner, donc, je crois que va régner. Et l'autre, le perdant, sera obligé de se rendre à l'évidence que nous avons perdu de la main. Oui, les enjeux après la reconquête de Kidal, le vivre ensemble au Mali, quel regard portez-vous sur la situation? Non, à partir du moment où le pouvoir central malien va reconquérir entièrement tout le Mali, ce sont les principes républicains qui vont être mis en jeu. Et là, je pense que c'est la force de la loi, mais qui va être imposé. Puisque ici, si vous constatez très bien, les groupes rebelles ont leurs principes qui n'ont rien à voir avec ce qui se fait au niveau du pouvoir central. Et lorsque l'un va prendre le dessus de l'autre, il essaiera de pouvoir imposer les principes qu'aucun Malien, où vous vous trouverez, vous ne pouvez pas donc transiger. Donc c'est dans ce positionnement-là que je pense que le pouvoir central de Mali est en train de se référer, et je pense que, comme je l'ai dit, c'est le rapport de force. Il faudrait véritablement que le pouvoir central du Mali, s'il advenait donc, qu'il prenait donc l'ascendant sur ces groupes rebelles-là qui continuent pas à tenir les câbles par rapport donc au pouvoir central, donc ils arriveraient donc à imposer l'orthodoxie donc de la gouvernance qui est contenue dans les règles fondamentales de gouvernance donc, du Mali. La CMA doit-elle aujourd'hui se mordre les doigts d'avoir signé en 2015 cet accord? Non, pas du tout. Vous savez, ces accords-là, de 2015 jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est plusieurs années. Ça a permis également de pouvoir temporiser un tant soit peu donc la situation, puisque eux également étaient dans une position de ne pas laisser le Mali être pris pratiquement par les terroristes. Et aujourd'hui, pratiquement la situation est plus ou moins, même si ce n'est pas totalement reconquise, la situation est plus ou moins assouplie. Et donc, si tel qu'ils étaient véritablement l'idée première qu'ils avaient donc émise en 2015 contre ces terroristes-là, était donc, disons, l'intérêt supérieur du Mali. Et s'ils restaient donc dans ce positionnement, je ne vois pas en quoi ils peuvent être contre aujourd'hui de pouvoir composer avec le pouvoir central du Mali. Et à défaut, il faudrait véritablement que, disons, les principes régaliens de gouvernance du pays puissent donc prendre l'ascendance. Donc c'est dans cette logique-là que le pouvoir central est aujourd'hui. Donc il appartient à ces forces-là, non pas de regretter, mais de revoir leur position, de pouvoir comprendre que c'est le Mali qui est avant tout, et donc on doit faire avec les nouveaux gouvernants, puisque on compose avec eux. Je ne vois même pas là où le problème se situe. On compose avec eux. Ils dénoncent la non-application de certaines clauses de cet accord. Oui, ça peut arriver. Vous savez, c'est la nature humaine. Il peut arriver, compte tenu des enjeux en face, qu'on puisse donc transgresser un peu certains principes de ces accords-là, mais cela ne doit pas mettre en danger le vivre ensemble ou l'intérêt supérieur. Ils ne se sentent pas un peu bernés d'avoir signé des accords, d'avoir peut-être fait confiance, parce qu'à l'époque, je rappelle qu'ils étaient un peu à position de force, et que c'est cet accord qui a permis en fait de sauver l'État du Mali. Oui. Et aujourd'hui, le même accord se retourne contre eux. Oui, non, mais vous savez, lorsque vous signez les accords avec l'évolution de la situation, attendez-vous à ce que ces accords-là puissent prendre le coup, et cela peut prendre un coup, et cela est lié au fait que les positions entre-temps ne sont plus les mêmes, parce que quelque part, vous allez constater que l'un a plus grandi que l'autre et l'a affaibli pratiquement. Donc vous convenez avec moi que les accords d'aujourd'hui, après 5 ans, ne peuvent plus être immuables. Vous devez comprendre qu'il faudrait quand même qu'on change de stratégie. Voilà pourquoi d'ailleurs même dans les pays où il y a eu des crises, vous comprenez qu'après 2 ans, 3 ans, on regarde la situation en face et on redonne un peu du tonus, soit à ces accords-là, en permettant que la situation évolue. Depuis 2015, on n'a pas eu à porter, si vous permettez le moins, un toilettage donc à ces accords-là. Or, ces accords-là ne répondent plus aujourd'hui à la situation et aux réalités actuelles.
Donc c'est ce que n'ont pas compris. Donc ces groupes rebelles, peut-être ils l'auront compris, mais faisant donc de la surenchère et pour un peu partant de là affaiblir le pouvoir central de Bamako, lui également qui ne le veut pas, puisqu'il est dans une position de pouvoir reconquérir entièrement le territoire malien à sa possession, et donc je pense que les groupes armés doivent redéfinir devant les cartes et revoir véritablement les enjeux de l'heure pour redonner un peu un nouveau visage à ces accords-là, que de pouvoir rester sur ces accords-là à leur principe de départ, ce qui ne permettra véritablement pas de permettre à ce qu'on puisse donc évoluer. Pensez-vous aussi que la CMA ou le CSP ne devrait pas se mordre aujourd'hui les doigts d'avoir signé cet accord, ces fameux accords d'Alger en 2015? Non, je crois qu'au moment de la signature de cet accord, donc ils avaient le vent en poupe. Donc c'était le pouvoir central de Bamako qui était assez affaibli. Mais aujourd'hui, avec le changement de dirigeants, donc il y a également des paradigmes qui ont changé, qui ont évolué. Il y a des situations qui sont aujourd'hui en faveur du pouvoir central de Bamako, et le fait même que le pouvoir central de Bamako ait pris la décision d'aller à la reconquête de Kidal, donc c'est que les couloirs de discussion, les couloirs d'entente ont été assez secoués, mais ça n'a rien donné. Donc aujourd'hui c'est le rapport de force, et c'est le rapport de force qui amène les forces armées maliennes à aller à l'assaut de la région de Kidal. Donc ils doivent se mordre le doigt, mais en ce moment je crois que depuis quelques années, ces groupes rebelles ou terroristes ont profité de leur posture pour imposer, disons, leur dictat au pouvoir central de Bamako. Les donnes ont changé aujourd'hui, donc ils sont obligés également de subir la situation. Et ce qui est marrant, c'est que ce sont ces groupes terroristes aujourd'hui qui font beaucoup plus de communication autour de la chose, comme si la région de Kidal leur appartenait et que quelqu'un viendrait voler la région de Kidal, alors que ce sont eux qui étaient des occupants illégaux. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve après pour la suite de cette émission.